Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le grand plateau de Laurent Tchagba TV, votre canal de proximité qui vous permet d'être informé au quotidien de tout ce qui se passe ici à Makori durant cette campagne présidentielle. Nous sommes aujourd'hui jeudi 23 octobre 2025. C'est dire que dans un jour seulement, nous serons dans les urnes pour aller choisir notre champion. Et c'est en cette période sensible que beaucoup de fausses informations circulent. Et cela perturbe la tranquillité des citoyens. Cela met le doute dans l'esprit des gens. Donc il est important que la gestion des fake news devient essentielle et devient une priorité. Pour en parler ce soir, nous recevons un expert du domaine. Il s'agit de M. Traoré Mohamed Ali, ingénieur industriel, diplômé de l'INPHB de Yamoussoukro et titulaire d'un MBA obtenu à l'université en Angleterre. M. Traoré a une longue expérience dans le domaine de la télécommunication. Depuis 2014, il est à l'ARTCI où il a occupé successivement des postes importants, dont directeur de DESIT, confiance numérique, cybersécurité, protection des données à caractère personnel. Il a occupé les postes de responsable des ressources humaines, conseiller du DG et aujourd'hui, il est le directeur des finances et de la comptabilité. Au niveau politique, il est membre du réseau des jeunes cadres du RHDP et il est ici à Makori le directeur central de campagne adjoint en charge des questions juridiques dans la direction régionale des campagnes de Makori. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec tous ces titres-là, je sais que vous êtes la personne indiquée aujourd'hui pour nous permettre de parler de ce sujet. Fake news, c'est quoi? Merci, je vous remercie pour cette opportunité, l'occasion que vous me permettez de pouvoir lever un petit point de voile sur cette question importante relativement à la période à laquelle nous nous trouvons actuellement. Je voudrais avant tout propos remercier M. le ministre pour cette chaîne qu'il a mis à notre disposition, qui est un outil important qui permet de diffuser de l'information vraie pour permettre à l'ensemble des militants et même au-delà, à l'ensemble de la communauté, à toute la Côte d'Ivoire, de s'imprégner de toutes ces bonnes informations qui nous permettent de pouvoir passer cette campagne et cette élection présidentielle qui est très importante pour notre pays et qui va définir le futur. Je veux dire le futur, et cela est en faveur pour les jeunes. Voilà, les jeunes de Côte d'Ivoire ont eu la chance pendant toutes ces 15 dernières années de bénéficier du programme important de notre leader. C'est ça. Voilà, et je pense que les 5 années prochaines vont aller en accélérant, puisque c'est un mandat pour les jeunes. C'est ça. Voilà, donc, à ce titre, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est ça. Les fake news, il faut dire que il y a une question importante à se poser relativement à la notion même centrale sur les fake news. C'est quoi un fake news? Un fake news, on pourrait dire que c'est une information fausse, donc une information fabriquée de toutes pièces, avec une certaine intention. Un fake news, ça peut être une information vraie, mais sortie de son contexte. C'est ça. Donc aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand on se balade, on peut voir un fait qui s'est passé peut-être au Mali, au Niger, mais qui va être transposé comme si c'est un fait qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc celui qui n'est pas vigilant sera dupé et il va penser que effectivement les choses se passent en Côte d'Ivoire. C'est ça. Voilà, donc c'est ça une fake news. Donc ça veut dire que l'information peut être fausse parce que fabriquée par quelqu'un dans une certaine intention malveillante. Et il faut rappeler que cela est puni par la loi. C'est ça. Ça peut être une information vraie. Et cette information vraie-là existe, mais c'était dans une situation bien précise. Et le contrevenant prendra cette information, va la décontextualiser et la présenter comme étant une information qui est à court actuellement. Donc il est bon de pouvoir discerner ces deux facteurs dans l'appréciation de ce qu'on appellerait les fake news. C'est ça. Ben, dans votre définition, il y a un thème qui m'a marqué. Vous avez dit celui qui n'est pas vigilant. Et comment on fait pour être vigilant, pour pouvoir faire la différence entre une information fausse
et une information vraie dans ce genre de cas? Ok, merci pour cette question. Je dirais qu'il est important de former notre jeunesse. Il est important de former notre jeunesse. Je pense qu'il faut en faire plus dans la sensibilisation. C'est un peu cela que le procureur a essayé de faire un certain temps en rencontrant les jeunes, en rencontrant toutes les couches de la population, les hommes de médias et autres, pour leur permettre de mieux appréhender les dispositions réglementaires qui sont définies par rapport à cela. Et il faut dire que techniquement aussi, il y a un certain nombre d'outillages qu'il faut avoir. Et donc, la sensibilisation permettrait de pouvoir savoir qu'une information est bonne ou une information est vraie. Aujourd'hui, on a l'IA. Donc, avec l'IA, des fabrications peuvent se faire dans un studio, monter rapidement une information qui est complètement fausse. Mais quand on regarde les images et qu'on fait attention, on voit la qualité d'image, elle est différente d'une situation réelle qui se serait passée. Donc, on peut rapidement faire une discrimination pour isoler les éléments relatifs à l'IA. On peut aussi, pour savoir qu'un post est sorti de son contexte, il y a un mécanisme qu'on appelle le fact-checking. On peut faire du fact-checking pour pouvoir voir un peu quelle était l'image d'origine. Donc, sur les réseaux, sur Google, vous allez sur le moteur de recherche de Google, vous faites une recherche inversée, donc vous chargez l'image et Google va faire une recherche pour trouver l'image d'origine. Donc ça vous permettra de savoir que c'est une image qui a été sortie de son contexte. Voilà. D'accord. Ben, ça c'est une affaire de professionnels. Ben, moi je vais dire que nous qui sommes, nous sommes à un jour d'aller voter, choisir notre champion national qui est là. Et c'est en ce moment-là que certaines informations qui sont fausses, comme vous venez de le dire tout à l'heure, ces informations sortent et les gens sont paniqués. Tout le monde ne sait pas comment ça se fait. Vous avez dit, on va sur Google. Est-ce que ça, vous pouvez rentrer un peu dans les détails pour que tout le monde sache, la jeunesse qui nous suit beaucoup, quand on va dans Google, moteur de recherche Google, qu'est-ce qu'on écrit précisément? Pour qu'on puisse savoir que cette information, parce que très souvent, il n'y a même pas de source, on ne sait pas, on voit l'information, on s'est partagé, plusieurs personnes partagent à la fois, et parce qu'on a vu ça partout, on pense que c'est vrai. D'accord. Ok. Il y a des aspects techniques, mais comme vous venez de le dire, je ne vais pas m'appesantir sur les aspects techniques. D'accord. Sinon, sur l'image, sur Google, on peut toujours avoir ce qu'on appelle une URL. Donc, on récupère l'URL de cette image au niveau de Facebook, de YouTube, et ça peut être n'importe quel outil ou plateforme utilisée. On va ensuite sur Google pour aller vérifier cette URL. Donc, on fait une recherche d'image. Parce que Google permet de faire des recherches par test, des recherches d'images également. Donc on fait une recherche d'image et ça va aller fouiller pour déterminer la source de cette image. Donc s'il y a une première publication par rapport à cette image, on aura cette première publication et Très les bien. autres partages qui suivent. Maintenant, c'est vrai que tous les jeunes qui nous suivent ne sont pas forcément des techniques. C'est ça. Voilà, donc on va essayer de simplifier pour leur permettre d'appréhender et de voir comment se retrouver relativement à cela. Donc c'est en cela qu'il est important la sensibilisation. Il faut sensibiliser pour donner un certain nombre d'éléments qui permettent aux jeunes de pouvoir comprendre. Il faut dire déjà, ceux qui transmettent ce type d'informations, dans un certain jargon, sont appelés des cyberactivistes. Donc, ils sont un peu connus. Et un cyberactiviste est mesuré par rapport à l'audience. Donc, on va regarder son niveau d'audience. Et donc, à suivre une série de publications déjà de ces cyberactivistes, on a à même de se rendre compte de, je vais dire, de sa cartographie. Ouais. Et donc, sa vision même des choses. Donc, ça permettra déjà de faire la part des choses. Très bien. Voilà. Donc, c'est assez important de pouvoir suivre et se retenir dans un premier temps de partager. Parce que si on partage déjà, on est complice de l'information alors qu'on ne la maîtrise pas du tout. C'est ça. Voilà. Pour ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous sommes sur Laurent Tchagba TV et aujourd'hui, nous parlons de comment bien gérer une bonne gestion des fake news en cette période électorale. Ce que je retiens, vous avez dit quelque chose d'essentiel, c'est que quand vous voyez une information, dans un premier temps, il faut garder son calme. Il faut garder son calme. Il faut chercher à vérifier. Et pour vérifier, il faut voir déjà
qui a fait le poste. Il faut chercher à aller se renseigner sous son profil. Ça vous permet de voir déjà la vision de la personne. Et il faut faire des contre, il faut vérifier avec d'autres moyens, d'autres personnes peut-être qui ont partagé. Bien sûr. Voilà. Ouais. Quelle est leur vision? Est-ce que ce sont des gens qui sont dans la même vision ou bien il y a des visions contraires? Mais bon, c'est ça. Ouais. Voilà. Un autre élément, un élément majeur, c'est que très souvent, ces cyberactivistes ne sont même pas sur le territoire. C'est ça. C'est un constat. Ça permet de savoir tout de suite que l'information véhiculée est fausse. C'est ça. Voilà. Lui-même, il n'a pas vécu l'information. Et donc, il ne saurait établir un rapport de vérité quant à cette information. C'est ça. Donc ça, c'est un élément important que les jeunes doivent retenir. D'accord. Ben, je veux dire, c'est une période tellement sensible. Mais est-ce qu'on a pris des dispositions pour anticiper? Est-ce qu'on a pris des dispositions? Parce que ça fatigue tout le monde. Hein? Parce que quand les gens se réveillent aujourd'hui, les matins, c'est sur Facebook, c'est sur TikTok, c'est sur, on va dire, Twitter, pas trop. Mais c'est là-bas que tout le monde va s'informer avant même de sortir. Donc, est-ce qu'on a pris des dispositions pour anticiper? Il faut dire oui, qu'on a des dispositions ont été prises. Mais comme il faut le dire, le numérique va tellement vite voilà, que c'est une régulation quotidienne qu'il faut mettre en place. Et l'outil majeur également, c'est aussi la sensibilisation. C'est ça. Il faut sensibiliser pour que les uns et les autres puissent comprendre. Puisque ces outils-là ont été créés pour permettre la socialisation. Puisque c'est des technologies qui sont déportées de l'Europe. Et vous savez très bien que l'individualisme est un facteur important en Europe. Donc du coup, briser les distances, rapprocher les gens, ça a permis la création de ces outils-là. C'est pourquoi on les appelle les réseaux sociaux. Donc ça permet de rester en contact avec une communauté, de partager de l'information, des photos, de rester en contact avec cette communauté-là. Donc l'objet, c'est ça. Donc de créer une synergie d'action et permettre aux êtres humains de pouvoir communier. Donc c'est l'objet des réseaux sociaux. Cela a été détourné par des intentions malveillantes. Voilà. Et donc c'est de sensibiliser et former notre jeunesse pour que la jeunesse puisse s'imprégner des impératifs de cet outil-là, qui est un outil majeur, voilà, qui leur permet de pouvoir s'insérer économiquement, de faire des formations. Aujourd'hui, on a l'enseignement à distance, donc pour dire qu'il n'y a pas que du mauvais dans ces réseaux sociaux-là. Maintenant, ceux qui en ont fait un mauvais usage, les différents États, pas uniquement le cas de la Côte d'Ivoire, c'est tous les États du monde ont convenu à des législations pour pouvoir réguler la vie en ligne et toutes les questions liées au numérique. Donc c'est en cela que l'Union africaine a pris des tests, donc notamment la convention de Malabo, qu'on appelle la convention de l'Union africaine, qui permet aux pays de pouvoir travailler ensemble. Parce que quelqu'un peut rester dans un autre pays, commettre un forfait ici, comme on le voit dans cette période. Dans cette période sensible. Donc, comment interpeller cette personne? Donc, il faut avoir une convention qui pourrait le faire. Donc, la convention de Malabo permet aux pays africains de pouvoir collaborer, échanger des expériences et même mener des investigations pour pouvoir maîtriser ce nouveau fléau. Il y a aussi la convention de l'Union européenne qu'on appelle la convention de Budapest. Donc cette convention permet aux pays signataires et les pays membres qui ont ratifié la convention de pouvoir faire des collaborations pour faire également des interpellations. Donc la Côte d'Ivoire est signataire, n'est pas signataire, signataire d'abord pour Malabo, puisque c'est dans le contexte africain, et la Côte d'Ivoire a ratifié la convention de Budapest. Donc ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir interpeller quelqu'un qui se trouve en Occident et qui commet des forfaits en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un aspect important. Maintenant, au-delà, on a un dispositif au niveau national pour faire face à ce type de menaces également. Donc récemment, vous avez vu la création de l'ANSSI, qui est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Avant l'ANSSI, on avait la PLCC, qui est aujourd'hui une entité de l'ANSSI, qui a permis de pouvoir
apporter une réponse vive et rigoureuse dans la lutte contre la cybercriminalité qui a permis d'interpeller beaucoup de docteurs. On a aussi les lois organiques relatives à la lutte contre la cybercriminalité qui permet de pouvoir faire des interpellations et d'infliger des sanctions qui peuvent être pénales comme pécuniaires. Parce qu'il faut dire qu'avant cela, les tribunaux n'avaient pas les outils. Quand on interpellait un cyberactiviste, il fallait pouvoir lui reprocher quelque chose. Donc la loi à ce niveau-là était muette. Mais depuis 2013, avec la volonté de nos autorités, notamment notre président de la République, a adopté la Côte d'Ivoire d'un arsenal juridique et réglementaire qui permettent d'avoir une vie équilibrée du point de vue juridique en Côte d'Ivoire et qui nous permet aujourd'hui, à travers les indices que nous avons, d'avoir un meilleur classement. Donc il y a les indices de cybersécurité et autres qui sont suivis au niveau de l'UIT, au niveau de l'ensemble des instances, qui permettent de voir qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un investissement pour véritablement prendre à bras le corps ce fléau et apporter une réponse énergique. Mais en fonction de tout ce que vous venez de dire, on pourrait dire que, en principe, les choses ont évolué positivement. Bien sûr. Donc, si on doit faire un bilan aujourd'hui, malgré tout ce qu'on voit, malgré toute cette psychose créée par les fake news, mais on pourrait quand même dire que ça baissait. Oui, il faut dire que quand on regarde les phénomènes, les mathématiciens aiment dire ça, un phénomène naturel, il fonctionne selon une loi normale. Donc ça va former une gaussienne. Et quand on transpose, on regarde dans le cadre de ce contexte-là, vous remarquez qu'il y a une recrudescence relativement à l'environnement politique et au fait qu'on part à des élections. Donc certains ont trouvé, pour eux, c'est comme si c'était une traite. Pour parler un peu comme on fait la traite du cacao et autres. Pour eux, c'est une traite, c'est comme un commerçant. Comme un commerçant. C'est la période. C'est la période. Donc c'est ce qui peut justifier le fait qu'aujourd'hui, on a une hausse. Sinon, on avait un niveau relativement acceptable. Mais il faut dire que les autorités également prennent des mesures par rapport à cela. Pour, je vais dire, mitiger, pour qu'on arrive à un niveau de sécurité acceptable. Et je pense que l'émission que nous faisons aujourd'hui est un moyen également de communiquer pour permettre aux jeunes d'appréhender les tenants et les aboutissants et savoir qu'il ne faut pas mettre sa vie en péril parce qu'au-delà de tout ce qui se passe dans un environnement purement virtuel, il y a leur vie. Il y a la vie réelle. La vie réelle. Voilà. Et le président de la République, le gouvernement, font suffisamment d'efforts pour leur permettre d'avoir un avenir. Donc, il ne faudrait pas qu'ils se mettent dans des activités qui vont porter un coup à leur avenir. Quand aujourd'hui on regarde, on voit que on a un réseau routier important. Ce réseau routier raccourcit les distances. Ça permet de pouvoir faire un certain nombre d'activités. Et je vous fais une anecdote. Récemment, j'étais avec un ami à l'occasion d'un dîner. Il me disait que lui, il n'est pas RHDP. Mais il ira voter le président de la République. Parce que quand il regarde, il se dit ce qui s'est passé pendant les 15 années, les 5 dernières années qui arrivent, il dit un jeune qui n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, c'est que vraiment il a tout raté. C'est ça. Donc c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel. Aujourd'hui, on peut se permettre de rêver. Il faut dire que partout, la Côte d'Ivoire est devenue un modèle. Un modèle. Un modèle. Et ça, au-delà même de la question sur les fake news, mais la Côte d'Ivoire est devenue aujourd'hui un modèle. Donc, ce n'est pas étonnant si on voit qu'aujourd'hui, il y a, comme on appelle, une certaine recrudescence sur ces éléments-là. Voilà. C'est dû au fait que quand tu es en tête, tu fais face encore à des défis beaucoup plus importants. C'est ça, c'est ça.
Mais toujours est-il qu'il faut reconnaître que ces fake news ont de l'influence sur les populations. Alors, quels sont, quel type de collaboration il existe entre nos autorités et les plateformes numériques dont vous avez parlé tout à l'heure pour limiter la diffusion de ces informations mensongères? Je disais tantôt que au niveau de l'Europe, il y a la Convention de l'Europe qui permet de pouvoir apporter un niveau de réponse en matière de collaboration. Et comme vous savez, une entreprise qui s'installe dans un pays, c'est conformément aux dispositions réglementaires et l'entreprise doit respecter la loi dans le pays du pays. Donc, ces plateformes qui sont dans ces pays-là respectent les lois de ces pays. Et ces pays sont signataires de conventions auxquelles nous sommes également, nous appartenons. Voilà. Pour certaines, nous avons ratifié, donc ils nous mettent sur le même niveau. Et donc, au niveau de la coopération, ça nous permet de pouvoir faire des interpellations. Ça nous permet de pouvoir exister dans ces pays-là. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un mécanisme qui est mis en avant pour que les plateformes puissent véritablement, quand il y a des méfaits, ils sont obligés de pouvoir le prendre en compte. C'est ça. Voilà. Parce que si quelqu'un commet un forfait et que les actes, quand je prends la Convention de Budapest qui parle un peu des questions relatives, ou le protocole additionnel sur la xénophobie ou le racisme, donc si quelqu'un à travers les outils numériques est dans l'un de ces pays et il commet un type de ce forfait-là d'un pays comme le nôtre, on a des mécanismes pour son interpellation à travers cette convention. C'est ça. Voilà. Donc pour dire que du point de vue réglementaire, il y a des dispositions pour cette collaboration voilà, qui a été, elle est toute récente. Voilà. La Côte d'Ivoire a adhéré en 2024, voilà, donc elle est toute récente. C'est ça. Voilà. Pour dire que il y a un travail de veille et les autorités ont pris le taureau par les cornes et ont bien compris les défis auxquels nous sommes confrontés et ont pris des mesures appropriées. Voilà. Maintenant, on va continuer dans le renforcement de ces mesures-là, de sorte à ce que, in fine, notre jeunesse soit sécurisée, que nos populations puissent vaquer librement à leurs occupations. C'est ça. D'accord. Et ça nous permet de revenir sur les sanctions. Puisque dans tout ce que vous avez expliqué, il y a des dispositions qui sont prises, on a anticipé, mais malgré ça, on dit l'adulte a horreur du changement. Les gens ne veulent pas changer. Les mauvaises informations, les fausses informations ou des informations vraies sorties de leur contexte continuent de circuler. Et dans cette période sensible, les gens, c'est la psychose. Les gens ont peur. Le matin, tout le monde veut se rassurer que tout est OK avant de sortir. Quelles sont les dispositions qui ont été prises, je vais dire, en termes de sanctions prévues contre les auteurs de ces fake news? C'est vrai que de manière globale, vous en avez parlé, mais pour cette période spécifique-là, où les gens ont vraiment peur, je pense qu'il faut qu'on revienne sur ça. Peut-être qu'ils ne sont pas bien informés. Ouais, je pense qu'on ne finira jamais de faire de la sensibilisation parce que c'est un élément important. Il faut que les populations soient sensibilisées. Voilà. Parce qu'on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est ça. Et le procureur de la République a pris le temps de faire une bonne période de sensibilisation avant de passer à une phase répressive. Je veux dire, l'institution à laquelle j'appartiens également, nous avons fait beaucoup de sensibilisation. C'est ça. Parce que la loi existe depuis 2013. Donc il y a eu beaucoup de sensibilisation pour permettre aux uns aux autres de pouvoir se rendre compte et de comprendre un peu les impératifs en cette matière. Donc on va encore insister sur la sensibilisation et la formation. C'est ça. De plus en plus, vous voyez que les métiers du numérique sont enseignés au primaire, bien sûr, au collège, voilà. Et il y a des centres communautaires qui sont mis en œuvre également. C'est ça. Il y a le ministre Touré Mamadou, voilà, dans le cadre de la formation des jeunes, voilà, a investi beaucoup dans ce cadre-là pour permettre à ce qu'on ait un bon usage et de la compréhension sur les outils numériques et leur usage. Voilà. Donc, il y a la sensibilisation qui doit se poursuivre. Et très souvent, les gens aussi, je vais dire, du point de vue de la loi,
ils commettent des forfaits, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de commettre ces forfaits. C'est ça. Donc, et que quand la sanction va tomber, quand la sanction tombe, il ne faut pas pleurer. Tout le monde est, voilà. Et donc, c'est un appel à la responsabilité. C'est ça. Voilà, un appel à la responsabilité. Et encore, on ne cessera pas de le dire, la jeunesse doit prendre son destin en main. C'est ça. Parce que tout le travail qui est en train d'être fait, c'est pour permettre à cette jeune-là de s'insérer. C'est ça. Donc, c'est son insertion socio-professionnelle. Son épanouissement. Son épanouissement. À tout point de vue. À tout point de vue. Voilà. Et donc, c'est de discerner et d'écouter, de s'inspirer des modèles vraiment desquels on peut s'inspirer. Voilà. Ces cyberactivistes sont connus. Ils connaissent ces cyberactivistes parce que tous les jours ils vont sur les réseaux sociaux, ils sont connus et donc ils connaissent déjà leur état d'esprit. L'objectif qu'ils visent pas derrière, parce qu'ils ne s'en cachent pas. Ils ne s'en cachent pas quand on les regarde. Mais étant donné comme ils sont à l'extérieur, pour la plupart, voilà, sinon ils ne s'en cachent pas. Donc du coup, c'est d'amener les jeunes à discerner, à appréhender que X ne fait pas de la bonne communication. X ne communique pas dans le sens pour qu'il y ait une paix sociale. Que X ne communique pas pour permettre à la jeunesse de pouvoir trouver son chemin. C'est ça. Voilà. Et donc, ça, il faut qu'on continue d'insister dessus pour que cette jeunesse qui, une fois qu'elle aura compris, compris ces éléments-là, donc ça permettra qu'il puisse se lancer et relancer la machine. C'est-à-dire la machine, quand je parle de la machine, je veux parler de notre économie. Parce qu'eux, ils ont besoin de pouvoir s'insérer. C'est ça. Voilà. Les structures sont là. Il y a des structures qui sont en création. Aujourd'hui, je veux dire, la Côte d'Ivoire est un modèle sur beaucoup d'aspects. Sur les aspects relatifs à la formation aujourd'hui, quand on se rend compte, on voit que tu as les écoles, et le gouvernement fait des efforts pour qu'on ait des écoles un peu partout. C'est ça. On est à pratiquement 9 universités aujourd'hui. On est à 10 même, puisque la 10e est pratiquement en finition. En finition. Donc voilà pour dire que de une université, 2 universités aujourd'hui, on est à 10. C'est ça. Et donc il faut reconnaître qu'un effort a été fait. Parce qu'il faut préparer la jeunesse. Voilà. Et le président a très bien compris qu'il lui faut une jeunesse bien formée. Et c'est dans ce cadre-là que ces universités ont été mises en œuvre. C'est ça. Voilà. Et il faut que les parents également insistent, parce qu'il y a la sensibilisation des parents. Il faut dire que la société, c'est une chaîne. C'est une chaîne. Voilà. Chacun doit pouvoir apporter un peu de lui-même pour que la société soit meilleure. Sa contribution à la construction de cette société. Tout à fait. Parce que les pouvoirs publics ont beau faire, si les parents démissionnent, c'est clair que ça va être compliqué. Donc il faut que les parents occupent leur place et qu'ils continuent de veiller sur leurs enfants et présenter aux enfants les éléments qui sont les éléments cardinaux qui vont leur permettre de pouvoir se frayer un avenir. Voilà. Il y a des opportunités, mais il faut se mettre dans une dynamique qui te permet de pouvoir saisir ces opportunités-là. Et ça, c'est très important. Et je pense que la sensibilisation des jeunes peut leur permettre d'appréhender que, ah non, nous avons un regard voilé. Donc on leur tire ce voile-là pour qu'ils comprennent qu'effectivement, il y a des opportunités pour eux. Il faut les saisir. Il faut les saisir. Il faut les saisir. Voilà. Pour ceux et celles qui nous prennent en marche, sachez que nous sommes sur Laurent Thiagba TV, votre canal de proximité qui vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe durant cette campagne présidentielle ici à Makori. Et à 2 jours, on va dire 2 jours, 2 jours du vote, c'est-à-dire du choix de nos champions, il y a tellement de fausses informations, il y a tellement de fake news qui circulent qu'il était important pour nous d'en parler. Et nous étions avec, pour ne pas dire nous sommes, parce qu'on a encore quelques minutes, avec M. Traoré Mohamed Ali, qui est un expert dans le domaine. Et il nous a donné des informations très importantes. Quand vous voyez un message, la première des choses, il ne faut pas paniquer. Il faut chercher à vérifier à travers qui a fait ce poste, l'information vient d'où. Cherchez à vous renseigner sur cette personne en allant voir son profil. Quelle est sa vision? Qu'est-ce que la personne recherche? Est-ce que c'est dans un intérêt d'unir ou de désunir ou de créer la psychose et tout? Et il a expliqué aussi, je pense qu'on aura l'occasion, le volet technique où il faut aller sur Google
pour pouvoir, à travers les images, faire la part des choses. C'est très important. C'est beaucoup d'enseignements. On va vous recevoir après cette émission, on va dire après la campagne, sur notre plateau. Parce que les fake news font tellement de dégâts. Donc, il serait important que chacun ait la technique pour pouvoir vérifier et se rendre compte que cette information est vraie et que cette autre information est fausse et qu'il faut faire attention. Il nous a également rappelé, vous les jeunes qui aimez partager les informations sans vérifier là, on dit qu'il y a des sanctions, hein? La loi, c'est la loi, nul n'est censé ignorer la loi. La loi est dure, mais c'est la loi, comme dirait l'autre. Donc, il faut éviter de partager, il faut toujours vérifier et savoir quelle est la source de cette information. Monsieur Traoré, comme je le disais tout à l'heure, le samedi, nous devons aller voter. Et ce matin, il y a quelqu'un qui me disait que on a même peur d'aller voter. On nous dit que ceux qui vont aller voter, on pourra savoir qui allait voter. Mais je pense qu'avec tout ce que vous avez donné comme information, il y a des dispositions qui sont prises pour protéger les données personnelles des électeurs contre les utilisations abusives à des fins de manipulation et tout. N'est-ce pas? Bien vous sûr. qui êtes un expert du numérique. Bien sûr, il faut dire que les données des électeurs font partie d'un arsenal d'éléments qui permettent une certaine qualification de ces données-là. Voilà. Parce qu'il y a une typologie qui est définie au niveau de la loi sur la protection des données à caractère personnel et ces données ne sont pas collectées n'importe comment. Leur manipulation également obéit à un certain nombre d'exigences. C'est ça. Et il y a des contrôles qui se font également pour nous assurer que effectivement ces données ne sont pas utilisées abusivement. D'accord. Donc ces données qui sont détenues par des autorités, parce que en la matière, c'est la CEI qui détient ces informations-là. Mais c'est des informations qui sont détenues par une autorité. Et elle travaille sur le sceau d'un décret qui a été consacré par rapport à la protection des données des électeurs. Donc que les électeurs n'aient pas peur, voilà. Leurs données sont en sûreté. Voilà. Leurs données, il n'y aura pas de traitement abusif. Il n'y a pas de traitement abusif sur leurs données. Les données sont sûres, voilà. Elles sont conservées selon les prescriptions de la loi. Et donc, ils peuvent aller librement voter. Voilà. Ces données ne sont communiquées nulle part. C'est ça. Voilà. Donc, ce que je peux dire. D'accord. Et nous sommes en serre. Je veux dire que le sujet est tellement intéressant. C'est vrai qu'il y a des éléments techniques qu'on va vous rappeler ici. Hein. Vous allez venir expliquer ça de manière terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que tout le monde a peur. Mais ce que vous avez dit aujourd'hui, ça nous permet déjà d'avancer d'un pas. Quand tu vois une information, la première démarche, j'insiste, c'est de chercher à la vérifier. Ce n'est pas parce qu'une information a été partagée, relayée, qu'elle est forcément vraie. Elle peut être fausse. Souvent, elle peut être vraie, mais quand c'est sorti de son contexte, ça perd tout son sens. Donc, il faut toujours vérifier l'information. Les jeunes vous écoutent, on va dire la population vous écoute. Nous sommes pratiquement au thème. Vous allez regarder notre caméra et rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, que toutes les dispositions sont prises pour que le samedi, on puisse aller voter tranquillement. Que toutes ces informations qui circulent là pour effrayer les uns et les autres, ce ne sont que des fake news. Voilà. Donc merci. Je dis aux jeunes et à l'ensemble des populations qui nous suivent qu'ils peuvent aller voter librement. Leurs données sont en sécurité. Les fake news ne doivent pas être le motif qui va leur amener à abandonner leur droit de vote. Parce que le vote est un droit. Et c'est un droit qui est garanti. Ces fake news, déjà, comme on a eu à le dire sur le plateau, c'est des informations fausses. Un faux ne peut jamais être vrai. Donc, pourquoi se laisser distraire par l'imagination et ne pas aller voter pour continuer à perpétuer
l'embellissement, le projet de développement du président de la République pour 5 années encore, qui va permettre de donner suffisamment de richesse à notre pays, qui va donner 15 ans de paix. Donc on aura encore 5 années supplémentaires de paix, de développement, de bon vivre en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc j'invite tout le monde à aller exprimer son droit de vote. Leurs données sont en sécurité. Les fake news ne sont pas un motif valable pour ne pas se soumettre au vote. Et c'est des informations fausses. Et on vous a donné ici des éléments qui vous permettent de pouvoir discerner ces informations-là. Donc vous connaissez déjà les personnes qui le font. Il vous suffira juste de regarder les commentaires qui sont faits ou quelques vidéos présentées par cette personne pour savoir tout de suite si elle est dans le vrai ou elle est dans le faux. Et un élément important, il faut vous assurer que ceux qui publient sont sur le territoire et que ceux qui publient sont ceux-là même qui ont vécu des faits. Donc ne vous fiez pas à des faits qui sont rapportés par des gens qui ne les ont pas vécus. C'est assez important. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes au thème de notre belle émission, mais sachez que vous reviendrez sur ce plateau. Hein? Je suis totalement disponible. Voilà. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de notre émission et on va dire à 2 jours, aujourd'hui et demain. Il ne nous reste qu'aujourd'hui et demain pour aller voter. Alors, toutes ces fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux, soyez vigilants, restez concentrés. Cherchez toujours à vérifier ces informations. En Côte d'Ivoire, ici, comme on le dit, on se connaît. Quand on voit une information, on a la possibilité d'appeler quelqu'un même qui est dans cette localité, qui est dans cette ville, toujours vérifier l'information. Restons concentrés sur l'essentiel. Allons faire le meilleur choix. Et le meilleur choix, comme on vous l'a dit, depuis 2 semaines, on vous l'explique. Le meilleur choix, c'est notre champion national que voici, le plus beau de tous les Ivoiriens. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt pour d'autres éditions. Merci infiniment, merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt. Rendez-vous le 25 dans les urnes pour aller faire le bon choix. Merci beaucoup.